Alors, mes chers, bonjour à toutes et à tous. Nous avons le grand plaisir et le grand honneur de recevoir dans cette conférence organisée par l'Institut Kalima, dont je suis le fondateur, et en collaboration avec la CDVD, donc l'association suisse présidée et dirigée par Dr Dari Abdul Jalil. Nous avons le grand honneur de recevoir aujourd'hui un docteur, un chercheur, un maître de conférence, un professeur, un enseignant et un témoin aussi des questions sociétales, des questions sociopolitiques de près. C'est docteur Liamin Setoul. On te remercie infiniment d'avoir accepté l'invitation, d'abord, Liamin, et d'avoir répondu présent, qui va intervenir sur un sujet d'actualité. Le sujet est l'islam de France, comme gros titre, et qui sous-tend des discours politiques qui eux-mêmes sont en relation, en corroboration, voire parfois en conflit avec des réalités sociologiques. Avant de te donner la parole, Yamine, je rappelle très brièvement pour tous les auditeurs qui sont présents et ceux qui vont suivre la vidéo par la suite sur notre chaîne YouTube, Institut Kalima, que vous êtes maître de conférence au CNAM à Paris, vous êtes docteur en sciences politiques, donc politologue, et à l'Institut, à l'IUEP de Paris. Vos recherches portent notamment, mais quand je dis notamment, je ne ferme pas le champ des intérêts de vos recherches et des codisciplines dans lesquelles vous travaillez aussi, vous creusez aussi, à savoir les questions autour de la sécurité, la défense, l'immigration, la question de l'islam, la question aussi des manifestations sociologiques et sociopolitiques, notamment en France, mais en rapport aussi avec l'histoire de la colonisation. Vous travaillez notamment et vous dirigez un programme d'antiradicalisation, de traitement ou d'approche de lutte et de prévention contre la radicalisation, mais au-delà de tout ce qui sous-tend l'apparition, le phénomène de la radicalisation, notamment en France. Vous participez bien sûr à de multiples projets européens et internationaux, et nous avions eu le plaisir d'ailleurs de vous voir participer récemment en Suisse dans la journée internationale contre le racisme, où aussi ta conférence, ton intervention qui résumait les interventions les autres experts dans cette journée du 16 mars, a relevé des points, mais restait encore des points suspendus. J'aurais bien voulu, moi, à titre personnel, connaître ton avis sur pas mal de points et des ponts qu'on pourrait avoir entre la sécurité de manière générale et ces phénomènes qui traversent la société, qui guettent la société, qui assaillent la société. Je remercie, avant de te donner la parole, la présence donc, de Dr Dari, qui est président de l'association suisse CRI Voix des victimes. Je remercie aussi la présence de tous les membres de l'Institut Kalima, en tout cas une petite partie des membres de l'Institut Kalima qui sont présents. Je remercie aussi la présence de Dr Lachlak, référence aussi mondiale dans les recherches biologiques et virales, qui nous fait honneur d'être aussi parmi nous. Cher Liamine, la question de l'islam de France n'est pas évidente. Et elle n'est surtout pas évidente parce que la thématique elle-même que tu as proposée pour cette conférence et que tu connais certainement mieux que nous tous, elle imbrique et elle cache des liens complexes, voire même des contradictions entre le substrat sociologique et, je dirais, peut-être l'échiquier politique. Comment, toi,
Yamine, tu vois apparaître d'abord cette question ou cette thématique de l'islam de France, et le partitif de est très important, certainement, tu reviendras dessus, et non pas l'islam en France, parce qu'on entend aussi cette nomination concernant l'islam, et comment tu vois apparaître ces notions se nourrir en France à travers les politiques pratiquées ces dernières années et les mutations inévitables, colossales que la société traverse actuellement. À toi la parole, mon cher. Merci, merci Boumedine de m'inviter et merci à l'Institut Kalima. Je suis très honoré d'être invité par ton institut. Et c'est toujours un plaisir d'échanger sur ces questions dans un espace, je dirais, ouvert et dans lequel on peut s'exprimer. Alors, c'est un thème de conférence qui est, comme tu le sais, relativement large en fait. C'est un titre quand même qui englobe beaucoup de choses. Donc, je vais comme ça dresser un certain nombre de points. Et puis je pense qu'au fil des questions et des échanges, peut-être que vous m'orienterez vers des thématiques plus précises. Mais voilà, grosso modo, mon propos va s'articuler autour de 3 points. Je vais d'abord insister sur l'idée que finalement, il n'y a pas d'islam de France ou d'islam. Il y a des musulmans, mais il n'y a pas d'islam en fait. C'est un peu ma première partie. Et je vais essayer de montrer comment ces dernières années, on pourrait dire ces dernières décennies, on a comme ça un processus de stigmatisation des populations musulmanes en France, pas seulement en France, mais notamment en France, de manière assez prononcée en France, notamment du point de vue de ce qu'on appelle l'islam médiatique. Oui. J'essaie de revenir un petit peu là-dessus, cette figure du musulman médiatique. Dans une seconde partie, je vais évoquer la réalité sociologique, c'est-à-dire ce décalage qu'on a à la fois entre l'image du musulman, la manière dont on le perçoit, on le considère, et ce qu'est aujourd'hui le français de profession musulmane, lambda, je dirais, à travers des données sociologiques et des données issues d'études démographiques. Les démographes sont intéressants pour comprendre comment un groupe s'enracine dans une société. Et puis enfin, je vais prendre un petit peu de hauteur dans un troisième point, essayer d'essayer de comprendre qu'est-ce que ça nous dit finalement. Qu'est-ce que c'est ديري لا télé. Ce de que manière tu générale, qu'est-ce fais, que ce tu prends processus le nous casque. dit. Pareil. Oui. Donc déjà, qu'est-ce qu'un musulman en France? Grosso modo, si on voulait être très schématique, hein, presque caricatural, c'est une personne dont les parents ou les grands-parents, du point de vue sociologique, sont arrivés dans les années 50-60, qui sont plutôt issus de l'immigration postcoloniale et qui vient d'une immigration, je dirais, plutôt ouvrière. C'est des gens qui sont venus à l'époque de ce qu'on appelle les 30 Glorieuses. L'économie tournait à fond. On avait besoin de bras. La Seconde Guerre mondiale avait décimé quand même une bonne partie de la population masculine jeune. Et donc, il fallait des bras pour reconstruire le pays. Et donc, les routes, les bâtiments, etc., en France qu'on a aujourd'hui, ont été en grande partie construits par une immigration de culture musulmane. Donc, plutôt des gens issus d'un milieu ouvrier, même si aujourd'hui, je reviendrai dessus, on a l'émergence d'une classe moyenne, même d'une classe bourgeoise de culture musulmane. Des gens qui viennent d'un espace plutôt nord-africain ou ouest-africain et qui entretient avec la France une relation coloniale, historique. Des gens qui évolue dans une société dans laquelle les signes visibles du religieux, donc le concept de laïcité, rend la question du religieux très sensible. On a régulièrement en France, je pense plus en France que dans d'autres pays, des débats assez houleux autour du voile, autour des signes religieux, etc. C'est pas forcément pareil ailleurs. On a une population qu'on ne peut pas chiffrer, puisqu'en France, on n'a pas de statistiques ethniques ou sur le religieux, mais on estime que les musulmans forment entre 3 et 4 et 6 millions de personnes, peut-être plus, on ne sait pas trop. Alors qu'il y a des pays qui ont des statistiques ethniques, religieuses, etc. Une population qui est quand même relativement clivée en termes d'origine nationale. On a des Maghrébins, des Ouest-Africains, des Turcs, clivés du point de vue ethnique, avec des Berbères, des Arabes,
des Asiatiques aussi, des gens clivés au niveau linguistique, etc. Donc, on a une communauté quand même musulmane qui est aussi relativement hétérogène. Alors maintenant, je vais, pour qu'on ait un petit peu cette dimension comparative, je vais évoquer ce que sont les musulmans dans d'autres pays. Si vous regardez en Grande-Bretagne, les musulmans sont plutôt d'origine indo-pakistanaise. Ils sont également venus dans les années 50-60 pour nourrir le développement économique britannique. C'est plutôt des gens qui sont ouvriers, mais aussi beaucoup dans ce qu'on appelle l'ethnic business, donc le business ethnique, qui ont une culture de l'entrepreneuriat très forte. C'est des gens qui ont une relation coloniale aussi historique avec la Grande-Bretagne, puisque le Pakistan, l'Inde a été colonisé par la Grande-Bretagne. Et c'est des gens qui évoluent dans un pays où la visibilité des signes religieux islamiques cristallise beaucoup moins de tensions, si on voulait vraiment schématiser. Et c'est des gens qui évoluent dans un pays aussi où il y a des statistiques ethniques, religieuses, et des politiques de lutte contre la discrimination plus précoces que ce qu'on a pu voir en France. Parce que les Britanniques commencent à lutter contre l'islamophobie dès les années 70-80. Voilà pour la Grande-Bretagne. En Allemagne, on a affaire à une population majoritairement turque d'origine, des gens qui sont également venus dans les années 50-60, qui n'ont pas de relation coloniale historique avec l'Allemagne. Ça aussi, ça change les choses. Il n'y a pas ce complexe, cette tension qu'on a aujourd'hui en France, qui est très, très prégnante, qui est même peut-être la plus prégnante, je pense. Puisque en France, comme vous le savez, on a une histoire coloniale qui est quand même assez riche, et notamment la guerre d'Algérie, qui, qu'on le veuille ou non, perdure encore dans les têtes des gens. Si vous analysez, vous faites une sociologie des Français qui ont un lien avec la guerre d'Algérie, c'est-à-dire que si on prend en considération les immigrés d'origine algérienne qui ont pu avoir une sympathie pour les mouvements indépendantistes, le FLN ou le MNA par exemple, donc si vous additionnez ce groupe-là avec les militaires français qui ont effectué leur service national en Algérie entre 1954 et 1962, à une époque où le service militaire était obligatoire, et donc ça a brassé beaucoup de gens qui étaient obligés d'aller de participer à l'effort de guerre, qu'on n'appelait pas une guerre à l'époque. Vous additionnez à ça les populations harkis, donc ces musulmans qui ont choisi le camp de la France, qui ont été enrôlés parfois un peu de manière forcée par les Français pour se battre contre les autochtones, plus la population pied noir, et 1 million de Français qui habitaient en Algérie en 1962. Si vous additionnez ces 4 catégories, donc immigrés algériens, harkis, militaires français et pieds noirs, plus leur descendance, vous êtes quasiment à 10 millions de personnes en France. Donc 10 millions de personnes, c'est un chiffre qui est considérable et qui maintient cette lutte mémorielle de manière encore très prononcée. Lutte mémorielle d'autant plus prononcée que c'est un sujet sensible en France. Les manuels scolaires sont longtemps restés assez muets par rapport à certaines périodes de l'histoire de la guerre d'Algérie, je pense au 8 mai 1945 par exemple, ou à l'importance de la torture en Algérie, etc. Donc la France, je ferme cette parenthèse, cristallise, je dirais, constitue un archétype du malaise colonial. Et je pense qu'il n'y a pas d'équivalent aussi fort en Europe. Je reviens à mon tour d'Europe des musulmans. En Allemagne, je l'ai dit, c'est des musulmans souvent d'origine turque qui n'ont pas ce complexe colonial, cette histoire coloniale de domination. Au contraire, les Turcs ont même dominé une partie de l'Europe à travers l'Empire ottoman, comme vous le savez. Donc on est sur une relation historique complètement différente. Je vais vers le sud de l'Europe, en Espagne. On a affaire à une immigration majoritairement d'origine marocaine, qui n'est pas venue dans les années 50-60, mais plus récemment, dans les années 80-90, alimenter non pas les usines espagnoles, mais plutôt le milieu rural. Beaucoup de gens qui travaillent dans les champs, par exemple, dans le sud de l'Espagne. Donc des gens qui sont très modestes d'un point de vue économique aussi, avec
Donc aujourd'hui, si vous vous adressez à des musulmans en Espagne, très souvent, vous allez avoir soit les parents, soit les enfants première génération. Alors qu'en France ou en Grande-Bretagne, vous êtes déjà dans la 3e génération ou 4e. Il y a un décalage temporel. D'ailleurs, on le voit si vous regardez vous suivez un peu le sport. Hein, les équipes de foot, c'est intéressant pour voir un peu les processus migratoires. En Espagne, vous avez encore très peu de gens issus des migrations dans l'équipe de foot. Hein. Alors qu'en France, c'est beaucoup plus prononcé. En Grande-Bretagne aussi. Avec une particularité en Espagne, c'est que d'un point de vue historique, l'Espagne a été sous domination musulmane pendant quelques siècles. Et donc, l'espace, le patrimoine espagnol est marqué par l'héritage musulman, beaucoup plus fortement que l'Allemagne ou la France ou la Grande-Bretagne. Je continue, si on va du côté de l'Italie, les immigrés, la communauté musulmane italienne, c'est plutôt des Tunisiens et des Marocains, des gens qui sont venus un peu comme en Espagne, c'est-à-dire dans les années 80-90, pour occuper des travaux agricoles notamment, s'occuper des travaux agricoles, et donc des gens très souvent assez modestes, et qui sont en première génération ou qui ont des enfants actuellement qui grandissent en Italie. Donc un peu comme l'Espagne, une migration, une vague migratoire beaucoup plus récente et moins ancrée socialement. Si on regarde la Belgique et les Pays-Bas, ça se ressemble pas mal. On a deux groupes qui se détachent, les Turcs et les Marocains. Des gens arrivés dans les années 60, comme en France, donc on est à la 3e, 4e génération, venus alimenter l'essor économique, les usines, etc. Sans passif colonial, les Espagnols, enfin les Belges n'ont pas colonisé le Maroc ou ni la Turquie, donc pareil pour les Pays-Bas. Donc on est sur une tension coloniale beaucoup moins forte, enfin, inexistante. Je termine avec deux États nord-américains. Au Canada, si on regarde le Québec, c'est plutôt des Maghrébins, avec une particularité, c'est que ce n'est pas des gens venus du milieu rural maghrébin dans les années 50-60, mais plutôt des gens assez qualifiés du point de vue scolaire, donc des ingénieurs, des médecins, qui sont venus dans les années 90-2000. Donc, le Québec a une politique de francophonie, donc il va favoriser mécaniquement les immigrés francophones. Donc, les musulmans au Québec, c'est plutôt des Maghrébins, des Libanais, des Sénégalais, qui parlent français, et ça fait partie de la politique du Québec. Alors, des gens plutôt qualifiés du point de vue professionnel et scolaire, mais qui très souvent sont déclassés une fois qu'ils arrivent là-bas. Vous avez beaucoup d'ingénieurs, de médecins qui arrivent au Canada et qui, comme il faut repasser tous les diplômes, eh ben, deviennent taxis, épiciers, etc., etc. Donc, il y a aussi un fort déclassement. Pas d'histoire coloniale, bien évidemment, et un rapport au signe religieux, au signe visible du religieux assez apaisé. Au Canada, comme aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, vous pouvez tomber par exemple sur un douanier ou une douanière plutôt qui porte le voile. Absolument. Vous pouvez tomber sur une policière qui porte le voile. Un fonctionnaire de police qui a un turban sikh, par exemple. Donc les signes religieux visibles ne cristallisent pas autant de tensions. Si on va du côté du Canada anglophone, on a une communauté qui est très éclatée, donc avec des Maghrébins, mais aussi beaucoup de Pakistanais, Bangladesh, Indiens, etc. Enfin, je termine aux États-Unis. Alors, la communauté musulmane américaine est extrêmement éclatée et très ancienne, contrairement à ce qu'on peut penser. Que les premiers musulmans présents aux États-Unis sont des descendants d'esclaves. Il faut savoir que parmi les esclaves qui ont été importés aux États-Unis, il y a quelques siècles, il y avait déjà parmi eux des gens qui venaient de régions islamisées. Ah, excusez-moi, une visite impromptue. Donc, il y avait parmi les esclaves des populations musulmanes. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que les esclavagistes les considéraient comme des esclaves supérieurs aux autres parce qu'ils maîtrisaient tout le patrimoine, dans le patrimoine coranique, il y avait bien évidemment des références à Marie, Jésus, etc. Et donc, ils étaient vus comme des esclaves de niveau supérieur par rapport aux autres. Des plus cultivés, etc. Excusez-moi, je m'absente 30 secondes pour prévenir. Alors, j'en profite
Je vois arriver aussi l'autrice du livre Décoloniser les progressismes en islam, notre ami Romy de Matan, que nous saluons aussi, en attendant que l'intervenant revienne. Voilà la Badia aussi qui est là. Excusez-moi. Je vous disais que aux États-Unis, donc la présence musulmane est ancienne, puisque même si elle n'était pas organisée, il y avait déjà des musulmans parmi les populations mises en esclavage. Ensuite, il y a une seconde vague qui est arrivée fin 19e siècle, début 20e siècle, qui est venue alimenter notamment les usines automobiles de Ford du côté de Détroit. Et d'ailleurs, la plus grosse communauté arabe aux États-Unis est à Détroit, encore aujourd'hui. Et donc, c'était plutôt des populations libanaises, yéménites, égyptiennes aussi un petit peu, et qui sont venus s'installer dans ce quartier qui s'appelle, cette ville de la banlieue de Détroit qui s'appelle Dearborn, et qui constitue encore aujourd'hui le premier foyer de population arabo-musulmane aux États-Unis. Ensuite, dans les années 50-60, vous avez vu ce qu'on appelait la période des Black Muslims, donc phénomène de conversion à l'islam des Afro-Américains, donc dans le contexte des mouvements des droits civiques, avec des mouvements qui veulent rompre avec la société blanche américaine, protestante, catholique, etc., et qui donc vont aller chercher dans l'islam la religion quelque part qui fait face à la religion de l'esclavagiste en fait. Et donc il y a beaucoup de phénomènes de conversion à l'islam parce que ces noirs vont considérer que les blancs ont violé quelque part l'identité noire. Ils ont violé l'identité du noir. C'est pour ça que on dit Malcolm X en fait. Le X symbolise l'inconnu, l'identité de l'inconnu. Donc dans les années 50-60, on a des phénomènes de conversion assez massives à l'islam aux États-Unis, chez les Afro-Américains. Et puis après, on a ce qu'on appelle dans les années 70, 80, 90 le brain drain, donc une immigration qui vient du monde entier, de pays musulmans, notamment d'Indiens, de Pakistanais qui vont travailler notamment à la Silicon Valley, etc., etc. Donc des gens assez qualifiés, des Égyptiens, des Libanais, qui vont immigrer aux États-Unis. Donc aux États-Unis, on a une communauté musulmane qui est extrêmement fragmentée, sans identité forte en fait. Il n'y a pas grand-chose qui relie le descendant d'esclaves et l'immigré qui est arrivé dans les usines Ford Détroit dans les années 1910-1920 et l'afro-américain, etc. Donc c'est une communauté qui est très très éclatée, beaucoup plus éclatée qu'en Europe où là on a des gros foyers de descendants d'ouvriers arrivés dans les années 60, etc. assez monolithiques en fait. Donc si j'ai fait ce détour, c'est pour qu'on comprenne bien que l'islam est toujours connecté à une réalité sociologique. Une réalité sociologique marquée par un niveau social. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, en moyenne, les musulmans ont un niveau de vie supérieur à l'américain moyen en termes de salaire. Au Canada aussi. Alors qu'en Italie, en Espagne, c'est des gens beaucoup plus modestes du point de vue économique. Parfois, il y a une dimension coloniale, parfois, il n'y en a pas. Parfois, il y a une cristallisation de tension autour de la visibilité du signe religieux, comme c'est le cas notamment en France ou en Belgique. Parfois, il n'y en a pas. En Grande-Bretagne, aux États-Unis, la visibilité du religieux, la kippa, le voile, le turban sikh, ce n'est pas une question, ce n'est pas un débat. Et donc, pour comprendre la figure du musulman dans chacun de ces pays, il faut comprendre un petit peu tout ce contexte. Néanmoins, ce qu'on observe depuis quelques années, c'est une forme de stigmatisation un peu partout en Europe, surtout, de la figure du musulman à travers je dirais une focalisation des médias sur des versants relativement limités de ce qu'est la communauté, de ce que sont les communautés musulmanes. C'est-à-dire que on va par exemple se focaliser, bon déjà on va politiser certaines choses, on va hyper politiser certains phénomènes. Alors on a eu plein d'exemples, hein, vous aussi en Suisse il y a eu des exemples, je me rappelle la question des minarets. Alors les minarets, la question de la polygamie, la question de la burqa, donc c'est des micros
C'est des phénomènes micro-sociologiques, mais qui cristallisent, focalisent une très grande attention médiatique. On a un peu la même chose dans les banlieues, c'est-à-dire que 99% des choses qui se passent en banlieue, c'est des choses assez normales, hein, c'est des gens qui vont au boulot, etc. Mais les médias vont se focaliser sur les 2-3% de choses qui ne fonctionnent pas, et ils vont construire comme ça une espèce de représentation fantasmée de la banlieue. On voit aussi ce phénomène de focalisation sur des composantes, sur des phénomènes marginaux à travers tous les débats autour de l'islamisme. Vous écoutez aujourd'hui Zemmour, vous avez l'impression qu'il y a 3 millions d'islamistes en France. Déjà, on pourrait remarquer que il y a entre 5, 6, 7 millions de musulmans en France. Vous remarquerez qu'il n'y a pas un seul parti islamiste, par exemple. Absolument. On aurait pu se dire que il y a un durcissement, il y a des gens qui veulent, je sais pas, islamiser la société, etc. Il va y avoir des partis islamistes qui émergent. Mais il n'y en a aucun. Après, quand on regarde les tendances rigoristes, il y a un peu cette idée qu'il y aurait une salafisation, il y aurait une tendance très forte à l'islamisation dans les quartiers, un islam radical rigoriste. La plupart des spécialistes n'observent pas de montée en puissance, je dirais, de l'islam rigoriste dans les quartiers. Les gens qui travaillent sur le salafisme, par exemple, montrent que, contrairement à ce que certains disent, donc, les salafistes seraient une espèce d'armée comme ça qui augmente d'année en année. Ce qu'observent les sociologues qui travaillent sérieusement sur ces questions et qui ne sont pas dans le sensationnalisme, c'est que dans les mouvements salafistes, vous avez beaucoup de gens qui rentrent tous les ans, mais vous avez aussi beaucoup de gens qui en sortent. Le salafisme, c'est aussi souvent une étape de vie. Alors pourquoi ils en sortent? Parce que parfois c'est trop rigoriste, et donc c'est difficile de garder ce style de vie. C'est très austère. Parfois, c'est tout simplement parce que si on veut porter le kramis, la barbe, etc., traditionnelle, et que vous voulez chercher un emploi, bah, c'est compliqué. Et très souvent, on se rend compte que lorsqu'ils se marient, bah, il y a des obligations familiales, il faut travailler, il faut un salaire. Et là, on voit beaucoup de gens qui se détachent de ce type de pratiques religieuses. Et donc, contrairement au fantasme selon lequel il y aurait une salafisation massive des musulmans en France, c'est loin d'être prouvé, ça. Il y a même des sociologues qui disent que le salafisme était beaucoup plus influent il y a 20 ans qu'aujourd'hui. Et comme on est dans une époque où on parle de radicalisation, de djihadisme, de violence, etc., on a envie de voir une espèce de salafisation des quartiers. Mais à mon avis, c'est loin d'être prouvé. Si on regarde la question de la radicalisation, alors la France a été le premier pourvoyeur occidental de djihadistes avec 2000 personnes à peu près. Si on fait le ratio entre ce que représente 2000 personnes sur une communauté qui fait 6-7 millions de personnes, on est en dessous de 0, quelque chose %. Donc on est sur un phénomène sociologique qui est quand même relativement limité, compte tenu de ce que représente la communauté musulmane de France. Alors, cette stigmatisation médiatique, elle se focalise à la fois sur... elle tend à dresser un continuum entre plusieurs figures, qui est celle du réfugié. Ces dernières années, on a eu une vague de réfugiés en provenance de pays musulmans, notamment syriens, etc. Elle évoque la question des banlieusards, des gens de banlieue, les terroristes, et aujourd'hui, on voit dans le débat une espèce de lien comme ça. La figure du musulman, finalement, a fait le lien entre le terroriste, le banlieusard, le réfugié. Donc, 3 figures menaçantes. Le banlieusard par ses incivilités ou sa violence, le terroriste par ses actions meurtrières, et puis le réfugié qui est vu comme une menace pour l'ordre social, l'économie, etc. Donc, la figure du musulman, elle est pratique parce qu'elle connecte un petit peu toutes les figures menaçantes de la société. Et bien évidemment, il faut déconnecter ces 3 phénomènes. Puisque d'une part, bon, déjà chez le banlieusard, il n'y a pas que des musulmans, pour le rappeler. C'est une bonne partie des banlieusards, mais c'est pas, la banlieue ne se réduit pas
à des populations musulmanes, loin de là. C'est une problématique sociale, la banlieue. Le réfugié, c'est une problématique géopolitique, parce qu'on a eu des vagues de réfugiés après ce qui s'est passé, les bombardements de Bachar el-Assad, etc. Et puis le terrorisme, c'est une problématique sociale, politique, géopolitique, sécuritaire, etc. Donc il me semble que c'est important de déconnecter ces trois figures qui sont amalgamées dans le sens commun et le sens médiatique. Ce qu'on observe également depuis quelques années, enfin depuis 2 décennies, c'est un déplacement de l'arabophobie vers l'islamophobie. Dans les années 70, 80, 90, en France, finalement, la question de l'islam ne cristallisait pas tant de débats que ça. Ça a commencé, ça a commencé au début des années 90 avec l'affaire du voile à Creil, mais avant, on était plutôt sur une arabophobie. Une arabophobie qui trouve des racines dans l'histoire coloniale, déjà, dans la faculté de psychologie d'Alger, par exemple, on apprenait aux étudiants que l'arabe est fondamentalement fourbe, agressif, a une propension à la criminalité, etc. etc. Donc, c'est des racines qui sont anciennes. On pourrait même remonter à Ernest Renan, qui a développé aussi une islamophobie un peu élitiste dès la Troisième République. Et donc, on voit dès les années 90 un glissement de l'arabophobie vers l'islamophobie, qui va être aussi favorisé par les violences terroristes, notamment l'affaire Khaled Kelkal en 1995, qui incarne l'arabe de banlieue, qui s'islamise en prison, se radicalise et devient terroriste. Donc progressivement, on va voir ce glissement de l'arabophobie vers l'islamophobie. Le 11 septembre 2001 va accentuer tout ça, bien évidemment, et faire de la figure du musulman la nouvelle menace. Je vais m'arrêter là pour les aspects, je dirais, médiatiques. Cette caricature de la figure du musulman, elle obéit aussi à des logiques économiques, parce que les médias sont avant tout des entreprises. Il faut faire de l'argent, et pour qu'une entreprise médiatique fasse de l'argent, eh bien, il faut du sensationnel. Et si vous montrez des musulmans qui se lèvent le matin pour aller au travail, pour ramener un salaire et nourrir leurs enfants, etc., ce n'est pas sensationnel. Par contre, si vous montrez un musulman qui a 3 femmes, qui profite des allocations familiales et qui impose des burqas à ses femmes et à son fils qui part en Syrie, bah là, forcément, il y a quelque chose de fascinant, il y a quelque chose de médiatiquement intéressant. En tout cas, intéressant du point de vue financier. Alors, malgré cette image, alors maintenant, je vais revenir sur la figure du musulman de manière un peu plus empirique, en me basant sur des travaux faits par les sociologues, les anthropologues, les démographes. Ce qu'observent les sociologues, c'est une sédentarisation structurelle et un alignement, une intégration, un alignement des populations musulmanes sur la population majoritaire. Alignement qu'on voit à travers différents indices. D'une part, le taux de natalité. En une génération, les familles de confession musulmane sont passées de 3, 4, 5 enfants à 1, 2 enfants. C'est-à-dire qu'en une génération, ils sont quasiment alignés au modèle dominant. On le voit dans le choix des prénoms. Aujourd'hui, les prénoms qui dominent chez les familles musulmanes, ce n'est plus des prénoms très, très marqués du point de vue islamique, c'est plutôt des prénoms assez internationalisés, type Ryan, Nadia, Inès, etc., etc. Ça, les démographes ont des bonnes données là-dessus, qui permettent vraiment de voir qu'il y a une volonté, je dirais, de ressembler à la population majoritaire. Alors, je ne porte pas de jugement, je ne sais pas si c'est bien ou c'est pas bien, mais en tout cas, c'est une tendance sociologique incontestable. On le voit également dans l'émergence d'une classe moyenne. Je vous ai dit que dans les années 50-60, les musulmans étaient plutôt des ouvriers qui travaillaient chez Renault, Peugeot, qui construisaient les routes, etc. Aujourd'hui, vous avez une petite classe moyenne faite de gens qui travaillent comme taxi, comme éducateurs, comme animateurs, comme enseignants, etc., etc. Et une petite aussi classe bourgeoise de médecins, de pharmaciens, etc., etc. Et donc, on a comme ça, progressivement, une intégration transversale, structurelle des musulmans dans la société française, dans tous les champs professionnels et économiques. On le voit également dans la réussite scolaire. Il n'y a pas de différence entre un jeune élève de confession musulmane et un jeune élève non musulman.
à conditions sociales égales, c'est-à-dire qu'il faut prendre en compte le milieu, le champ socio-professionnel des parents. Et là, il n'y a pas de différence entre musulmans et non-musulmans. On le voit également dans le vote, c'est-à-dire que le bourgeois musulman va avoir tendance parfois à voter dans ce qui l'arrange. Donc, s'il ne veut pas payer d'impôts, il va plutôt voter Macron ou à droite, tandis que l'ouvrier va voter plutôt à gauche. Même si aujourd'hui, on voit quand même que même chez les bourgeois de confession musulmane, il y a quand même une appétence, une attirance vers la gauche, vers l'extrême gauche, parce que le discours politique, c'est vachement droitisé, et que donc il y a beaucoup de partis politiques aujourd'hui qui tiennent des discours stigmatisants à l'égard des musulmans. Et ça incite aussi des musulmans, même, je dirais, classe supérieure, à parfois se détourner des partis conservateurs de droite traditionnels, etc. On le voit également à travers d'autres champs sur lesquels moi j'ai pu travailler, dans l'engagement militaire, par exemple. L'engagement militaire, par excellence, ça symbolise l'allégeance, la loyauté à une nation. Et c'est insuffisamment connu, mais l'armée française recrute massivement dans les quartiers populaires, parce que c'est une voie d'insertion professionnelle aussi pour beaucoup de jeunes. Et donc, quand on additionne tous ces indicateurs, on s'éloigne assez nettement du discours catastrophiste qui est tenu parfois par des militants politiques que je ne citerai pas. Un autre phénomène aussi d'intégration assez intéressant, c'est la question des aumôneries. Les aumôneries, c'est une invention, je dirais, chrétienne. C'est un concept chrétien au départ. Et on voit aujourd'hui comment des aumôneries musulmanes sont créées dans les prisons, dans les armées, pour pallier aux besoins des musulmans. Et cette sédentarisation structurelle, il faut la prendre en considération et la mettre en parallèle avec ce qu'étaient les musulmans dans les années 50-60. C'est-à-dire que des gens qui venaient d'un milieu rural, plutôt pauvre, alors pourquoi le milieu rural? Le patronat français voulait avoir des gens pas trop qualifiés, je dirais, intellectuellement, pour éviter la création de cellules syndicales, la création d'une force politique d'opposition, etc. Ça, c'était quelque chose qui était calculé. Il y avait cette idée-là. Puis cette idée que dans le milieu rural, les gens sont plus solides du point de vue physique, sanitaire, etc. Et que donc, c'était bon pour la main-d'œuvre. Donc, on a des gens qui viennent du milieu rural, maghrébin ou africain dans les années 60 et qui se retrouvent transplantés dans des villes occidentales. Il faut imaginer le choc anthropologique que c'est. Des gens qui ont un niveau scolaire très faible, qui ont des repères anthropologiques qui datent depuis des siècles. C'est-à-dire qu'on vivait dans le milieu rural maghrébin au XXe siècle comme, je dirais, au XIXe, etc. C'est-à-dire que c'était des repères anthropologiques qui étaient très, très forts. Il faut imaginer ce que c'est pour quelqu'un qui part de cette campagne avec des repères très, très ancrés et qui se retrouve dans la banlieue marseillaise, lyonnaise, dans des villes industrialisées, etc. etc. C'est un choc. Et ça, on ne le mesure pas assez. Et puis, on ne mesure pas aussi le choc que c'est pour les enfants. Les parents font la courroie de transmission entre une culture rurale des années 60, 70 et une société occidentalisée, industrialisée, etc. Donc, Abdelmalek Sayad, un des meilleurs spécialistes de l'immigration algérienne et de l'immigration tout court, disait que on ne se rend pas compte à quel point les enfants de ces immigrés qui ont immigré sont parfois étrangers à leurs parents. C'est-à-dire que ces enfants ont grandi dans des milieux qui donnent l'impression à leurs parents qu'ils sont étrangers à ce qu'eux ont pu connaître dans leur jeunesse. Et ça, là, il y a un choc qui, à mon sens, doit être pris en considération pour comprendre plein de phénomènes, des malaises, de radicalisation, etc. etc. Et puis, pour finir, je vais essayer de prendre un petit peu de hauteur. Pourquoi on a besoin de désigner, je dirais, un ennemi aujourd'hui dans les sociétés occidentales? Je pense qu'en Europe, il y a... on est dans une configuration actuellement de déclin. L'Europe est en train de décliner.
Et en même temps qu'il y a ce déclin social, économique, culturel, on voit, et ça c'est un hasard de l'histoire, une montée en puissance de la visibilité du fait musulman. Donc on a d'un côté un déclin et de l'autre côté un essor. Il y a des projets de mosquées un peu partout parce qu'il faut remettre à niveau le nombre de lieux de culte musulmans eu égard à ce que représentent les musulmans dans la société française, et donc forcément il y a beaucoup de construction de projets de mosquées. Et donc le français lambda et l'européen lambda moyen, il voit d'un côté le déclin de sa société et la montée en puissance d'une religion. Donc qu'est-ce qui se dit de manière assez automatique et mécanique? Il pose un lien d'équation entre les deux. L'Europe décline parce que les musulmans, finalement, sont de plus en plus visibles. Ils capitalisent là-dessus, des gens comme Zemmour, Marine Le Pen, etc. Or, la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que même si vous n'aviez aucun musulman dans la société française, l'Europe serait quand même dans une configuration de déclin. La réalité, elle est là, qu'il faut déconnecter les deux dynamiques. On a également la banalisation de ce qu'on peut appeler le choc des civilisations. C'est une théorie qui a été inventée par Samuel Huntington dans les années 90, qui dit en gros que le monde se divise en 8 catégories civilisationnelles, asiatiques, chrétiennes, enfin non, chinoises, musulmanes, occidentales, sud-américaines, etc. Et qu'il y aurait 2 civilisations dangereuses pour l'avenir du monde. C'est la civilisation musulmane et la civilisation chinoise. Parce que trop différentes, etc. Bon, c'est une théorie qui a été très critiquée parce que considérer le monde musulman comme un bloc, c'est déjà assez grossier. Du point de vue économique, vous prenez Dubaï et le Tchad, on est quand même sur des réalités très différentes. Absolument. Du point de vue démocratique, même si, bon, hélas, la Tunisie est en train de se refermer, mais le niveau atteint par la société tunisienne, d'un point de vue démocratique, n'est pas le niveau de la société saoudienne, par exemple. On sait qu'il y a encore, on lapide encore les femmes, etc., etc. Donc cette société, cette théorie de Samuel Huntington qui ne prend pas en compte cette diversité interne des civilisations et puis les phénomènes d'interpénétration, parce qu'aujourd'hui, c'est quoi un musulman qui va en Amérique du Nord? Est-ce que c'est un... Ah, peut-être que on a perdu. Une coupure. Oui. Une bug. Une lecture simplifiée du monde, et c'est toujours rassurant. Et puis pour terminer, sur les musulmans, je pense qu'aujourd'hui, il y a un déficit aussi organisationnel des populations musulmanes, notamment en France. Je parle de la France que je connais le mieux. Déficit d'organisation des populations musulmanes, déficit même de coopération des pays musulmans entre eux. C'est toujours assez frappant de voir à quel point les sociétés maghrébines sont divisées, alors qu'elles parlent la même langue, elles ont la même religion, mais ces 3 pays sont extrêmement divisés. Alors qu'en Europe, on a réussi à aligner, à réunir 27 pays avec des langues différentes, des cultures politiques différentes, etc., etc. Et puis des organisations qui sont encore quand même très noyautées par des représentants musulmans qui ont un lien extrêmement fort avec les pays d'origine. C'est-à-dire qu'il y a un décalage entre ce que sont les musulmans de France aujourd'hui, ou des gens qui ont un lien plus distant avec les pays, leur pays d'origine. Ils vont partir par exemple une semaine au Maroc en vacances, mais ils vont aussi aller une semaine en Turquie ou une semaine aux États-Unis, parce que voilà, c'est comme ça qu'ils se projettent. Alors que si vous regardez les représentants des communautés musulmanes en France, TFCM, etc., c'est encore des gens qui ont un lien d'allégeance extrêmement fort avec l'Algérie, le Maroc, la Tunisie. C'est des gens, voilà, parfois ils font leur maison là-bas et ils ont un lien extrêmement fort. D'ailleurs, cette intégration dans la société française, on voit dans les mariages aussi. Les musulmans aujourd'hui en France, ils ont plus ce lien. Je suis d'origine algérienne, je pars un mois en vacances l'été, je me marie avec une Algérienne, etc. On a des mariages mixtes, de plus en plus de mariages entre Français, Algériens, Marocains, Tunisiens, Sénégalais. Enfin, c'est un mix. Donc, on est dans des phénomènes d'hybridation et du coup très éloigné de la manière dont pense
les représentants des communautés musulmanes en France. Où là, c'est l'Algérie, c'est moi, c'est le Maroc, moi, c'est la Turquie, etc. Où on est encore dans une approche très stato-nationale. Et puis, un des leviers d'action, je pense, c'est l'engagement politique, à la fois l'engagement dans le vote. Abdelmalek Sayad disait que voter, c'est exister politiquement, et que si vous ne votez pas, les gens qui voteront s'occuperont de vous, en fait, et qu'il faut donc participer à cette prise de parole, même si elle n'est pas parfaite. Et puis, c'est aussi se présenter dans le champ politique. Que ça commence un peu à changer au niveau de la parlementaire, au niveau de la composition des députés, etc. Mais la dynamique qui me semble, moi, aujourd'hui, la plus intéressante, c'est à l'échelle locale. On voit de plus en plus de villes de banlieue parisiennes, lyonnaises, marseillaises, qui sont dirigées par des gens qui ont grandi dans ces banlieues et qui parfois sont de confession musulmane et qui donc ont une autre sensibilité par rapport à cette question de l'islam qui fait l'objet d'une hyper-politisation et puis d'une caricaturisation, je dirais, au niveau du discours politique et médiatique. Et je m'arrêterai là. Merci de votre attention. Merci infiniment, docteur Liamine Setoul, je te remercie infiniment. Alors, il y a tellement de choses que tu as mis sur la table. J'évoque des sujets, puis après vous orientez en fonction. Non, mais c'est très, très intéressant parce que l'esquisse, tu as esquissé l'étoile à l'échelle mondiale et puis tu nous as ramené au contexte franco-français. On te remercie infiniment. Alors, il y a beaucoup de réactions. Moi, peut-être, avant de donner la parole, j'imagine qu'il y a beaucoup de réactions. Je vois Nabil qui souhaite interagir avec toi. J'ai une question. Tu as évoqué au début quelque chose de très intéressant à mes yeux, qui m'intéresse particulièrement et qu'on pourrait approfondir, savoir cette phrase d'accroche véritablement. En France, il y a des musulmans, mais probablement pas, il n'y a pas l'islam. Et moi, ça m'a marqué parce que c'est quelque chose enfin, moi-même, en tant que si tu veux, qu'islamologue, m'intéresse énormément parce qu'en travaillant sur les textes, les sources, alors un peu loin de la société et un peu loin de la politique, je remarque de plus en plus et depuis très très longtemps qu'en réalité, le modèle islamique des sources de la religion, voire même de la spiritualité, est extrêmement loin du comportement humain de manière générale. Est-ce que tu peux développer un peu plus pour qu'on puisse… Oui, cette formule que j'ai utilisée de dire qu'il n'y a pas d'islam, mais il y a des musulmans, c'est pour dire qu'à partir du moment où on réifie les musulmans, on est dans le faux, parce que si on parle des musulmans de France, de qui on veut parler? Est-ce qu'on parle du jeune djihadiste parti construire un califat avec l'État islamique en 2012? Est-ce qu'on parle de Karim Benzema, l'attaquant de l'équipe de France? Est-ce qu'on parle du Chibeni qui est arrivé dans les années 50-60, qui a un islam un peu traditionnel, comme ça, qui ne sait pas forcément lire l'arabe dans le texte, etc. De qui on parle, en fait? C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas d'islam, il n'y a même pas de musulmans, il y a des musulmans. Il n'y a pas de musulmans au singulier, mais il y a des musulmans au pluriel, qui ont des ancrages sociaux, des ancrages intellectuels, des ancrages géographiques, des ancrages régionaux. Je sais pas, vous parlez à un musulman à Marseille, il a l'accent de Marseille, à Toulouse, il a l'accent de Toulouse, et puis dans le Nord, il a l'accent ch'ti. Et ça, je trouve que ça illustre bien cette diversité, je dirais, d'ancrage. Alors peut-être Nabil qui souhaite réagir en premier. Nabil, oui. Bienvenue. Merci bien, merci de me donner la parole. Merci beaucoup, professeur, pour votre intervention qui était vraiment très intéressante. En tout cas, pour ma part, j'ai trouvé vraiment très intéressante. J'aurais voulu cependant appuyer sur un point qui est, en tout cas d'après moi, la particularité française, qui est celle de la laïcité, du fait que depuis plus de 2 siècles maintenant, il y a une philosophie de civilisation qui est vraiment particulière aux autres pays du monde en majorité, qui est celle de l'assimilation, là où dans d'autres sociétés, surtout celle que vous avez citée en particulier, plutôt anglaise, qui va plutôt être dans le communautarisme et accepter, on va dire, même si voilà,
n'est pas forcément très positif, mais en tout cas, ils l'acceptent et, c'est comme ça que ça se passe là-bas. Ici, c'est plus de l'assimilation, c'est renier tous les aspects extérieurs de sa religion. Et depuis Poitiers, d'ailleurs, hein, il y a déjà une certaine distanciation avec les musulmans, mais plus récemment, les deux religions qui ont vécu côte à côte étaient plutôt les religions donc chrétiennes et judaïques, mais dans les deux cas, c'était des religions qui étaient, c'était des caucasiens qui étaient juifs ou chrétiens, et même ceux-là ont été stigmatisés, rejetés et poursuivis après la Révolution. Donc, le juif aujourd'hui, il n'est pas forcément bien vu en France, le chrétien non plus d'ailleurs. On entend souvent des faits divers français qui appuient vraiment sur ces aspects-là et pas sur tous les aspects autres de l'aspect des religions chrétiennes et judaïques. Par contre, pour les musulmans, la particularité qu'il y a par rapport aux autres, c'est le visible. C'est-à-dire, ce sont des Arabes, ce ne sont pas des Caucasiens, ce sont des Noirs. Et là, on leur demande encore plus d'efforts pour l'assimilation. Et donc, tous les aspects externes, visibles, audibles de la religion, on leur demande de la renier, entre guillemets, pour pouvoir s'assimiler. Les mères dont vous parlez, ce sont des mères qui ne vont pas faire un vlog en disant bah, « là, je vais à la mosquée pour prier ». Ils vont plutôt cacher ça. Et pour aller plus loin, et après, bien sûr, pour la question, aux États-Unis ou en Angleterre, si on entendait des débats comme ceux qu'on entend en France, qui visent à stigmatiser telle ou telle population, telle ou telle religion, ce serait incroyable. D'ailleurs, aux États-Unis, les religions, il y a plusieurs religions chrétiennes et elles ont même des lobbies là-bas. Et en France, c'est vraiment l'inverse. Et donc, est-ce que cette particularité française, justement, n'amplifie pas ce problème et les solutions devraient être, on ne devrait pas les chercher ailleurs, on devrait justement les créer de l'intérieur, parce que justement, on n'a pas d'exemple de modèle qui prône l'assimilation, contrairement au communautarisme, et d'où aussi la difficulté qu'on a aujourd'hui de voir des solutions. Merci pour votre question. Effectivement, pour comprendre le contexte français, il faut revenir grosso modo à la Troisième République, où il faut savoir que la société française était extrêmement dominée par les catholiques. Les catholiques avaient vraiment un pouvoir extrêmement fort. Et donc, il y a une lutte extrêmement féroce entre d'un côté les catholiques et de l'autre côté les républicains. Les catholiques qui voulaient conserver leur mainmise sur la société, éduquer les enfants avec les évangiles, etc. Et les républicains qui voulaient une école laïque, etc. Et donc, ce conflit, cette guerre, c'était presque une guerre, entre républicains et catholiques, est un élément qui permet de comprendre aussi pourquoi aujourd'hui c'est aussi tendu entre la société française et l'islam. C'est-à-dire que structurellement, on a une société qui s'est construite contre le religieux et qui, à mon sens, réitère un petit peu cet ADN historique de lutte contre le champ religieux. Ensuite, il faut bien savoir que dans le concept de laïcité, c'est un cadre juridique assez large, et à l'intérieur de ce cadre, vous avez des interprétations divergentes. Vous avez des gens qui sont dans une laïcité que moi je trouve exclusive, type printemps républicain. Alors eux, ils veulent plus de voile, ils veulent plus de femmes voilées à l'université, etc. Et puis vous avez des tendances aussi beaucoup plus libérales. Et depuis la Troisième République, il y avait déjà cette divergence. Ceux qui voulaient plus voir de curés en soutane, et ceux qui considéraient que chacun doit s'habiller comme il veut. Ce qui compte, c'est pas ça. Ce qui compte, c'est que l'État soit neutre et que celui qui croit en Dieu ne soit pas favorisé ou défavorisé par rapport à celui qui ne croit pas en Dieu. Et vous avez d'un autre côté une laïcité beaucoup plus ouverte. Je pense à des chercheurs comme Bobiro ou Patrick Weil, qui sont extrêmement ouverts, qui prônent une laïcité ouverte. Et ils n'ont aucun problème avec le voile, par exemple. Le problème, c'est que de facto, le voile est autorisé en France, mais une femme voilée qui cherche un job dans le secteur privé, concrètement, elle n'a quasiment aucune chance. Donc moi, je trouve que moi, je ne suis pas quelqu'un qui est opposé à la loi de laïcité, je trouve qu'elle est plutôt bien faite. Je pense que c'est l'interprétation qu'on en fait qui est mauvaise. Parce que si on suit la loi de laïcité,
moi, il n'y a rien qui me choque. Et pour terminer sur le parallèle que j'ai fait avec les sociétés anglo-saxonnes, effectivement, les anglo-saxons sont des sociétés différentialistes. Ils considèrent que tout le monde est différent et on doit vivre ensemble, alors que les sociétés, la société française est une société universaliste. On est tous les mêmes et on doit vivre ensemble. Donc le projet, il est le même en fait. On doit vivre ensemble. Néanmoins, on ne reconnaît pas les statistiques ethniques, on ne reconnaît pas les différences. Et vous avez raison de préciser que le fait qu'on soit plus visible cristallise plus de tension. Mais je ne crois pas qu'il faille mettre la loi en elle-même en cause, la loi de laïcité. Je crois que c'est plutôt ces interprétations par des mouvances qui me semblent assez limitées, mais très actives. Que des mouvements comme le Printemps républicain, je pense que leur ancrage est relativement faible. Ça me fait penser un petit peu à Ni Pute Ni Soumise, hein, c'est-à-dire que c'est des organes qui sont très médiatiques, mais quand on regarde de près le nombre de militants, d'adhérents, etc., c'est beaucoup plus fragile. Et puis, c'est aussi des mouvements qui parfois jouent aussi sur les peurs, etc., pour avoir de l'influence, etc. Donc oui, voilà ce que je peux préciser par rapport à votre remarque. Alors, je me permets, Yamine, en prolongement de la question qui était, enfin, les deux interrogations et le point que tu viens d'évoquer, d'expliquer, la loi séparatisme s'inscrit aussi un peu dans ce processus d'amendement de la loi de la laïcité en 1905. Est-ce que c'est une bonne chose ou mauvaise chose? Et le regard du politologue nous intéresse. Tu as raison de le préciser. Moi, je pense que c'est une mauvaise chose parce que quand on regarde de près les articles, il y a une dimension assez liberticide. Il y a une dimension un peu aussi arbitraire hein, pour les préfets qui pourront comme ça fermer des associations. Alors que moi, je pense que il vaut mieux avoir des associations avec lesquelles on n'est pas d'accord, mais qui s'organisent collectivement et politiquement pour le dialogue, plutôt que dire à des gens non, non, vous n'avez pas le droit d'exprimer cette position. Et donc, on ferme l'association, on ferme le collectif, etc., sans savoir ce que derrière ça va devenir. Parce que ça aussi, ça peut être un terreau à la radicalité. La rupture du dialogue, l'absence de possibilité d'exprimer ses opinions, eh ben, on sait que c'est un facteur de radicalisation. Donc, moi, je préfère avoir ces acteurs face à moi, ne pas être d'accord avec eux et lutter face à eux du point de vue intellectuel, discursif, plutôt que leur dire non, non, vous n'avez pas le droit de parler, rentrez chez vous, il n'y a rien à voir. Et puis derrière, je ne sais pas ce que ça va devenir. On a beaucoup de mouvements radicaux qui sont nés justement de la rupture du dialogue. Et puis, il y a une deuxième dimension aussi, c'est que les politiques mises à fond sur ces questions un peu identitaires, religieuses, pour quelque part, à mon sens, faire contre-feu par rapport à des problématiques beaucoup plus structurelles et beaucoup plus importantes. Parce que quand on parle d'identité, on parle d'islamisme, on parle de burqa ou je ne sais quoi, eh ben, ça permet d'éviter de parler d'évasion fiscale, ça permet d'éviter de parler des gilets jaunes, ça permet de parler de problématiques qui sont beaucoup plus structurelles et beaucoup plus complexes à manager. Merci beaucoup. Je salue au passage Dr Siam Cherif, sociologue, chercheur et présidente du laboratoire Religion et Société à l'Université d'Alger. Docteur Siam, je vous donne la parole dans 2 petites minutes. Je vous en prie. Il y a M. Ferry qui souhaite aussi réagir ou vous poser une question. Oui, salam alaikum à tous. Alors, vous parlez de l'islam de France, mais bon, aussi de cette communauté maghrébine qui est arrivée d'immigration, mais quelle est la place du français de souche musulman entre cette laïcité et cet islam de France? Comment, lui, il est perçu, lui, celui-là, le français de souche musulman? Parce que c'est vrai, on pointe l'arabe, mais tous les musulmans ne sont pas arabes. Bien sûr, bien sûr. Alors, il est perçu, ça dépend par quel français, en tout cas, il peut être perçu comme un traître, c'est-à-dire que l'autochtone qui a choisi la religion de l'autre, quelque part, et donc il est vu comme un traître. Ça, on le voit notamment en prison, j'interviens parfois en prison dans la sociologie carcérale. Le français, on va dire, de souche qui se convertit à l'islam, il peut parfois être maltraité par le surveillant pénitentiaire, etc. Il le voit comme quelqu'un qui a choisi le camp, en gros, d'en face. Donc voilà, après, comment il est vu par le musulman? Il est vu favorablement parce que le musulman, il a toujours à cœur
voir sa religion se diffuser, et puis de voir des coreligionnaires. Donc, je pense qu'il est vu de manière assez positive par la composante musulmane. Et puis, le français de souche converti à l'islam, s'il ne change pas de prénom, il ne souffrira presque pas des discriminations. Hein. Donc, il peut être discriminé si on apprend qu'il est musulman et qu'il évolue dans un champ professionnel particulier. Mais on voit bien que ce qui discrimine beaucoup de gens, ce n'est pas forcément l'islamité. Elle peut être invisible, hein, l'islamité, pas manger de porc, pas boire d'alcool, etc. Ce n'est pas forcément quelque chose de visible. Par contre, le patronyme musulman, ça, c'est un facteur de stigmatisation. C'est-à-dire que le Mohamed qui a abandonné la religion, par exemple, eh ben, lorsqu'il va envoyer son CV, il va plus souffrir de discrimination que Franck ou Michel, convertis à l'islam, mais dont l'islamité sera invisible. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a des marqueurs qui agissent comme des facteurs de stigmatisation, marqueurs islamiques, même si on n'est pas musulman de fait. Il y a quand même certains conflits dans une famille française. Quand vous avez un fils ou une fille qui se convertit à l'islam alors que la famille ne l'est pas, ça amène aussi quand même quelques conflits, ça aussi. Oui, effectivement, oui, le fait de convertir à l'islam. Après, c'est lié, c'est-à-dire que ce que je vous ai dit par rapport à l'islam médiatique, le français moyen, c'est cette image qu'il a de l'islam. Et donc, il voit quelqu'un de proche de sa famille qui se convertit, bah, tout de suite, ça cristallise des peurs. Bah, tiens, elle va être intégrée, ça va être en burqa. Enfin, il y a tout un imaginaire aussi qui est pas neutre et qui cristallise des anxiétés, des peurs, etc. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, Diamine, dans ce même imaginaire, aujourd'hui en France, où les convertis, avec cette tendance de généraliser et de jeter l'opprobre sur les convertis, parce qu'il y a eu des cas de radicalisation aussi chez les convertis, et tu connais mieux que moi ces questions. Est-ce qu'on ne jette pas tout le monde dans le même panier du moment où on a un cas de radicalisation lié forcément par la force des choses, notamment ou de manière excessive à l'islam? Oui, non, mais on a tendance à... D'ailleurs, les politiques publiques actuellement en France font le lien direct entre l'islam, la pratique de l'islam radical, enfin rigoriste, et la radicalisation. Moi, je ne suis pas du tout sûr que ce soit dans les sphères tablieri ou salafistes qu'on trouve le plus de djihadistes aujourd'hui. Et je dirais même qu'il y a beaucoup plus de djihadistes passés par la case prison, délinquance, vol, que de djihadistes qui sont restés 5 ans ou 10 ans dans le salafisme et qui sont partis un jour rejoindre la Syrie. Quoi. Donc, ça, c'est l'approche, je dirais, képélienne ou de Bernard Rougier, qui considère que l'islam rigoriste, il y aurait un lien, un continuum finalement entre salafisme et djihadisme. Le salafisme serait l'antichambre du djihadisme, alors qu'Olivier Roy s'y oppose en considérant qu'on est plutôt dans une logique de rupture entre salafisme et djihadisme qu'une logique de continuum. Moi, je rejoins plutôt, je pense qu'à 80%, on est beaucoup plus dans une logique de rupture que de logique de continuum. Ces djihadistes qui mènent des opérations, des attaques, souvent suicides en plus. Hein. Le suicide, vous faites un sondage chez les salafistes, pas forcément quelque chose qui est très très approuvé. 99%, se suicider, c'est préempter la décision de Dieu, c'est quelque chose qui n'est pas très halal, entre guillemets. Oui, donc, absolument. Donc ça aussi, c'est une différence entre salafistes et djihadistes. Et puis, moi, les jeunes que j'ai pu voir, c'était souvent des gens, des jeunes que j'ai pu voir en milieu carcéral, c'était souvent des jeunes qui se convertissaient et qui partaient très rapidement après leur conversion, quoi. Et qui n'étaient pas forcément dans ce qu'on appelle l'orthopraxie. Hein. C'est-à-dire que le fait de se lever à 5 heures du matin, faire la première prière à l'aube, etc., c'était pas quelque chose de flagrant, je dirais, parmi cette composante. Donc, on n'est ni dans l'orthopraxie, ni dans une socialisation religieuse intense. On est vraiment plutôt dans une radicalité sociale, des jeunes qui considèrent qu'en France, on ne peut pas être musulman, qui ont une haine de la société, de l'État français, et puis qui la sacralisent quelque part, en fait. On est plus sur une haine qui se sacralise
une religiosité comme ça qui évolue au fil des années, qui devient de plus en plus intense. Et puis un jour, le salafiste se dit, en fait, pour être logique, je dois être djihadiste. Ça, c'est des trajectoires sociales qui sont beaucoup moins fréquentes que le jeune radicalisé du point de vue social, et qui un jour va rencontrer une personne qui va lui dire, bah oui, c'est normal, la société t'aime pas parce que tu es musulman, et puis qui va progressivement comme ça habiller cette radicalité sociale d'un vernis religieux, plus qu'une structure, on a plus un vernis religieux qu'une structure religieuse, et puis qui va partir comme ça sur zone, va adopter. Regardez les parcours sociologiques, hein, des Méras, des Kouachi, on n'est pas chez des gens qui sont restés 10 ans dans le salafisme et qui un jour sont décidés de djihadistes, mais plutôt chez des gens énervés, passés par la case délinquance, prison, donc des espaces assez violents qui présocialisent, qui donnent des dispositions au djihadisme, hein, parce que la prison, c'est aussi une école. Hein. Vous faites un carnet d'adresse, vous voyez des gens qui ont l'habitude de la violence, qui sont confrontés à la police, à l'ordre, etc. Et donc, c'est une marche supplémentaire pour une transgression encore plus grave. On passe de la transgression délinquante à la transgression terroriste. Alors, peut-être docteur Siam Sherif, si vous voulez interagir avec notre invité, docteur Liam Setoun. Oui, merci, professeur Benihia. Permettez-moi de m'exprimer en langue arabe. مساء الخير عليكم. شكرا دكتور يمين. للأسف لم أستطع أن أسمع المحاضرة من الأول، لكن الإسلام في فرنسا أظن أنه وضعية مميزة. C'est un peu spécifique بالنسبة لباقي أوروبا. فالعلمانية الفرنسية، ودعنا نسميها بهذا الاسم، تختلف حسب ظني عن العلمانية في باقي البلدان سواديزون المسيحية أو الغرب. فالعلمانية الفرنسية عكس العلمانية الأخرى التي تدعو إلى فصل الدين عن الدولة أو ابتعاد السياسة عن الدين. حسب رأيي أن العلمانية الفرنسية هي فصل المجتمع عن الدين، وهنا سيؤدي ذلك إلى المساس أو يعني الخوض في عقائد المجتمع، أقصد بالعقائد الديانات أو المعتقدات للمجتمع، لأنه متعدد في معظم الأحيان. يعني ما فيش عقيدة واحدة، في تعدد عقائد. هنا وإذا تكلمنا عن الإسلام من فضلك أستاذة ربما أترجم ثم تفضل. pour les auditeurs. Oui. J'ai compris qu'on parle d'une spécificité française, hein, c'est ça? Oui, absolument. Voilà. Donc, juste pour résumer et traduire un petit peu, alors elle vous remercie. Merci à vous. Pour le peu qu'elle a pu suivre, elle est arrivée un peu en retard, elle s'excuse, et elle nous explique qu'en réalité, selon elle, sociologue maghrébine, algérienne, la laïcité, le cadre de la laïcité à la française n'a rien à voir avec la laïcité dans le monde, et ça c'est déjà, tu l'avais déjà bien expliqué, et que plus particulièrement que cette laïcité ne tend pas à séparer l'État de la religion, comme le cadre de la loi de 1905 nous le dit en France, mais selon elle, c'est une interprétation, pour reprendre un terme que tu as utilisé, de cette loi pour séparer l'État de la société. Et selon elle, c'est ça qui produit les effets néfastes des frictions sociales, etc. etc. أعيد لك الكلمة حتى تكملي والأستاذ يرد إن شاء الله. ميرسي بروفيسور. هذا اللي شرحته من قبل يدفع خاصة إذا تكلمنا عن الإسلام، يدفع بالشاب المسلم أنه يقف موقف دفاع دائما. دونك لا كوميونيتي مسلمان راح تكون في موقف دفاع عن الجماعة ككل،
وهذا ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى هذا اللي تكلم عنهم الدكتور الآن، ديلانكونس، من الانحراف إلى، نستطيع أن نصل إلى الإرهاب التيروريزم. دونك هذا الموقف الدفاعي الدائم يجعل المسلم، سواء المسلم الآتي من دول أخرى وحصل على المواطنة، على الجنسية، أو حتى المسلم ذو الأصول الأوروبية، كأنه خارج عن هذه الدولة، كأنه غير منتمي لهذه الدولة، ليس للمجتمع بل للدولة. هو يحس بنفسه دائما خارج عن هذه الدولة، كأنها لا تعنيه قوانينها، لا يعنيه. وهنا نتكلم عن المجتمع العميق، ليس يعني ليس الطبقات المثقفة، ولكن المجتمع العميق، الشباب خاصة، أنهم دائما هم غير معنيون بما يحدث سياسيا أو اقتصاديا في الدولة، بل يبحثون عن هذه التجمعات الشبابية التي في كثير من الأحيان هي جماعات وتجمعات انحرافية تبدأ كما تفضل الدكتور من الانحراف إلى التيروريزم. نشكركم على الموضوع. شكرا بروفيسور بن يحيى، شكرا دكتور اليمين. Voilà, donc shukran laki oustada, je complète la traduction de la deuxième partie de l'intervention. Enfin, on dit qu'en réalité, docteur Liamine, la problématique est aussi, à partir de cette séparation de l'État et de la société, tous ceux qui sont des citoyens ou des résidents, ou voire même des musulmans de souche, enfin des convertis, voire même de longue date, se retrouvent toujours dans la défensive, alors je traduis, la défensive sociale, mais en réalité par rapport, parce qu'ils sont attaqués toujours par rapport à leur religiosité, pour reprendre le terme que tu as utilisé tout à l'heure, et que ce phénomène perdurera tant que l'État ne considère pas ses citoyens à part entière et n'enfonce pas cette séparativité entre un peu laïciste, un peu agressive, très agressive, de la laïcité entre l'État et la société, et que c'est ça qui donne raison à la naissance de ce qu'on appelle le radicalisme chez les jeunes, parce qu'ils n'étaient pas concernés par les questions politiques, et la politique les traitera de manière continue, toujours comme quelque chose, un corps hors de la société. Voilà, et donc elle exprime tout cela pour pouvoir voir aussi votre avis, ton avis, par rapport à sa lecture depuis l'étranger, bien sûr, de la situation française. Merci pour la question. Alors, est-ce que, pour elle, la laïcité rapprocherait finalement, éloignerait l'État elle a dit que c'était... Elle séparait l'État et la société au lieu de séparer la religion. Mais c'est quoi la société? Oui, mais c'est quoi la société? Est-ce qu'on parle des athées, des agnostiques, des musulmans, des catholiques? Je ne crois pas. Je pense que la loi de laïcité de 1905, c'est une loi qui vise à faire en sorte que l'État est neutre. Donc l'État n'interfère pas dans les affaires du religieux, en théorie, parce que quand on voit comment le CFCM a été créé, on sait que Sarkozy a mis les mains dans le cambouis pour dire un tel. Il y a eu des influences. Et donc, on n'était pas respectueux du principe de laïcité. Et de l'autre côté, les religieux n'interfèrent pas sur l'État. Les religieux n'ont pas à dire ce que l'État a fait ou doit faire. Et je prends un exemple concret. Dans une mairie française, le fonctionnaire qui est de côté du guichet n'a pas le droit d'avoir une croix sur lui, ou une kippa, ou un voile. Parce que l'État est neutre. Il n'est ni avec les religieux, ni contre les religieux. Il est en dehors. En revanche, les usagers peuvent porter une kippa, peuvent porter un voile. Les gens qui rentrent dans la mairie pour un service, ils peuvent porter des signes religieux. Il y a aucun souci. Et là où on voit que c'était une loi de liberté religieuse qui était quand même bien construite en 1905, c'est que dans l'article 2 ou 3, je ne me rappelle plus, il y a un alinéa
qui dit que l'État ne finance pas le culte, sauf si les citoyens sont dans une position, dans ce qu'ils appellent un espace fermé. Casernes militaires, hôpitaux, prisons. Pourquoi? Parce qu'il fallait permettre aux Français qui croyaient en Dieu, mais qui n'avaient pas accès à l'Église, etc., de pratiquer le culte. C'est pour ça qu'on a inventé, on a formalisé les aumôniers. Les aumôniers, c'est des gens qui sont fonctionnalisés par l'État et qui font du religieux. Donc, en théorie, ils ne respectent pas le principe de laïcité. Mais dans l'article de 1905, il est dit que même ceux qui sont enfermés ont le droit à développer un rapport au transcendant, à Dieu, etc. Donc, c'est là qu'on voit que les gens à l'époque n'avaient pas forcément une hostilité par rapport aux religieux. Ils voulaient juste mettre tout le monde au même niveau. Et aujourd'hui, par contre, on a des lectures beaucoup plus agressives, beaucoup plus fermées. Et comme l'a dit la sociologue, je crois que cette attitude qui consiste à stigmatiser cette composante musulmane, en la reléguant, en la mettant en périphérie, ça aggrave les choses. Pourquoi? Parce que il y a un concept que les sociologues américains appellent le stigmate. C'est Erving Goffman qui a inventé ce concept et qui dit en gros, quand tu stigmatises des gens, eh ben, ces gens-là vont afficher encore plus leur stigmate. Il prenait l'exemple, par exemple, des Afro-Américains qui étaient très, très stigmatisés, hein, les Noirs aux États-Unis, qui inventaient des slogans type Black is beautiful. Donc, le noir, c'est beau, en fait. Donc, en fait, non seulement ils étaient stigmatisés parce qu'ils étaient noirs, mais ils finissaient par reprendre le stigmate, ce qu'on appelle l'inversion du stigmate, en disant non seulement vous n'aimez pas mon stigmate, mais moi, mon stigmate, je le prends, je l'affiche, je l'expose et je vous emmerde en gros. Ben, on a un petit peu ça aujourd'hui. C'est-à-dire que la société, l'État qui frappe toujours sur les musulmans, etc., eh ben, c'est un peu comme une balle rebondissante. C'est-à-dire que les jeunes vont jouer dans la provocation en disant ben, écoutez, vous n'aimez pas l'islam, eh ben, nous, on l'affiche. On l'affiche vestimentairement, on l'affiche, etc. Et donc, c'est un cycle sans fin. Et en fait, il faudrait faire l'inverse. C'est-à-dire que cette cocotte minute, il faudrait un peu descendre, baisser la température. Et je suis sûr que si l'État arrête de mener des politiques type loi séparatisme, etc., et ben vous allez voir que ça va progressivement, ça va se dégonfler, puis ça va s'apaiser. Merci, cher Yamin. Alors, moi, j'avais deux autres questions, si tu permets. Je sais qu'on a débordé largement le temps qui était consacré pour la conférence et peut-être que tu as des obligations imminentes. Les seules obligations sont alimentaires, cher ami. Voilà, tant mieux. Et la toute première concerne la question alors tu as évoqué à l'instant la question de la naissance du CFCM et puis la dissolution récente aussi du jour au lendemain. Il y a pratiquement plus. Mais il y a le FORIF maintenant qui vient et qui est voulu, qui est mise en place. Quel est ton regard sur la question du Forum de l'Islam de France? Est-ce qu'il va reprendre, selon toi, est-ce qu'il pourra, en tout cas, combler les défaillances du CFCM depuis 2003 jusqu'alors? Ou est-ce que cette orientation islamo-islamologique, parce que si j'ai bien compris, le FORIF réunirait de plusieurs institutions, 5 institutions universitaires, en tout cas de recherche en France, pour pouvoir proposer des formations en islamologie notamment. Et est-ce que l'islamologie, moi-même islamologue, pourrait répondre à toutes les questions auxquelles le CFCM et d'autres organismes, d'autres institutions, voire même les musulmans eux-mêmes, ne pouvaient pas donner réponse depuis 15 ans, 20 ans, ne serait-ce que 15 ans, 20 ans. Alors, la première chose à dire, c'est que la connexion déjà entre les Français, les professions musulmanes et le CFCM, à mon sens, hein, sur ce que j'ai pu voir moi, elle est relativement faible. C'est-à-dire que moi, je ne voyais pas des gens qui voulaient absolument que le CFCM… ils se sentent déconnectés un petit peu de cette instance. Et on peut le comprendre parce que, comme je l'ai dit, sociologiquement, on a quand même affaire à des gens qui sont très souvent des primo-arrivants, donc qui viennent d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, de Turquie ou du Sénégal, et qui ont une psychologie qui est celle d'un primo-arrivant, qui n'a pas les mêmes, je dirais, le même état d'esprit qu'un jeune qui a grandi en France et qui a un regard différent. Et en plus,
ce qui est gênant aussi avec ces acteurs du CFCM, c'est que quand vous les voyez, ils parlent avec un accent très fort, etc. Et que vous le vouliez ou non, ça donne le sentiment que l'islam est encore une religion exogène. C'est-à-dire que le gars, il parle avec un accent, donc il est arrivé il n'y a pas très longtemps en France, ça veut dire que l'islam est une religion nouvelle. Alors que c'est beaucoup plus ancien que, voilà, ça fait quand même quelques générations. Et du coup, même si vous mettez un jeune qui a grandi en France, je sais pas, qui a fait une grande école, qui parle sans accent, etc., vous allez inconsciemment donner l'image aux Français que l'islam est une religion française. Et là, vous faites parler des musulmans qui ont un accent à couper au couteau. Alors, je passe sur Chagoumi, qui est, je dirais, la caricature ultime, et ça donne le sentiment aux Français moyens que, ah oui, les musulmans viennent d'arriver. Ah, ils viennent d'arriver. Alors que ça fait 60-70 ans qu'on a une présence massive de musulmans en France. Donc ça, c'est un élément, à mon sens, qu'il ne faut pas négliger parce que ça cultive cette altérité. Et par rapport à l'islamologie, peux-tu répéter ta question Alors le Forif, parce que tu sais que le Forif actuellement, enfin, et d'après les déclarations officielles, mettrait en place un programme commun entre plusieurs instituts, enfin 5 instituts, pour pouvoir, par le biais de l'islamologie, alors que l'islamologie existe déjà au sein des universités françaises et depuis plus de 20 ans, pourrait résoudre tous les problèmes. Enfin, c'est une grande question. Je ne suis pas islamologue, mais je trouve intéressant le fait de connecter le champ islamologique au champ sociétal pour voir comment éclairer un petit peu la société à travers des connaissances objectives, scientifiques, etc. En grosso modo, j'ai entendu parler de cette initiative. C'est la Fondation islamique de France qui va au sein de 4 villes françaises, donc Strasbourg, Paris, Lyon et Marseille. Oui. Ouais, Paris, Lyon, Marseille, Strasbourg, créer des postes universitaires alors il va y avoir des postes de médiévistes, des postes plus sur l'islam contemporain, des postes de linguistes, etc. pour justement aider à la compréhension de l'islam. Et je pense que c'est une bonne chose parce que ça peut donner ça peut être des vecteurs de diffusion d'une connaissance de l'islam qui est beaucoup plus scientifique, beaucoup plus et ça peut, à mon sens, aider les pouvoirs publics et puis, de manière générale, le débat français, quoi. Oui. D'ailleurs, on gagnerait à avoir des gens de ton profil, d'ailleurs, je pense, sur ce type de poste, Boumediene, parce que voilà, il faut des gens qui sont connectés à la société et puis qui ont cette légitimité, je dirais, académique, scientifique. Oui. Alors, peut-être il y a Dr Dari qui voulait interagir et peut-être je lui donne aussi la parole de conclure cette conférence et qu'on a eu avec toi et tous les éclairages qu'on a eu avec toi. Vraiment, je te remercie infiniment, infiniment, infiniment. Alors, docteur Dari, est-ce que tu es là? Merci beaucoup, Sylvain, et merci infiniment à notre cher ami, référent scientifique, Dr Lamine Setoul. C'est toujours comme d'habitude, on trouve chez Lamine beaucoup de références, beaucoup de méthodologies, beaucoup de richesse au niveau de la conception, au niveau aussi de la présentation et surtout au niveau de la méthodologie. Je pense qu'on se félicite d'avoir un référent scientifique, un référent aussi de terrain, sur terrain, dans la qualité de Dr Lamine Setoul, parce que on voit, nous sommes en train de vivre l'apparition des gens qui se prêtent avoir de la connaissance dans l'islam et avoir de connaissances dans la sociologie de l'islam et avoir de connaissances au niveau de l'analyse sociologique de l'islam sans malheureusement avoir les compétences basiques, parce que analyser sociologiquement, essayer de faire le lien entre la sociologie et l'islam demande beaucoup des compétences acquises et des compétences aussi développées. Je pense que Lamine Setoul donne un bon exemple de ça.
Lamine Sitoul, à travers ses travaux, à travers ses engagements, il a réussi à faire le lien entre la théorie, aussi le théorie, les défis de terrain, surtout au niveau de radicalisation, mais surtout, il a réussi à communiquer le voix de la communauté musulmane en France, surtout en France et en Europe générale, qui se trouve devant le défi de la marginalisation, de l'exclusion, de manipulation, d'instrumentalisation et beaucoup de défis qui nous demandent de travailler au niveau scientifique, au niveau de la formation. Et ça, et dans ce cadre, je pense que la mission de l'Institut Kalima en train d'effectuer cette mission noble. Je te remercie infiniment, Sidi Boumediene, pour la qualité de votre engagement, la qualité de votre travail. Merci. Merci, docteur Dari. C'est moi qui te remercie, qui vous remercie tous les deux, docteur Dari, docteur Lamine Sitoul. Merci d'avoir accepté, d'avoir consacré tout ce temps à tous ces éclairages sur ce sujet aussi vaste et aussi complexe. Et je peux rejoindre docteur Dari, c'est vrai que il nous manque aussi, et je te réciproque aussi le sémantème, il nous manque aussi des éclaireurs, et des éclaireurs sur le plan politique et sur le plan sociologique, sur le plan intellectuel et sur le plan empirique. Toi qui travailles sur ces questions depuis très très longtemps, alors on n'a pas eu beaucoup de temps pour parler aussi de la sphère sécurité et les enjeux, l'impact les enjeux qui sont derrière. On aura d'autres occasions, je l'espère, avec toi. On te remercie infiniment. Je remercie aussi tous les auditeurs et les auditrices, ceux qui sont présentes et ceux qui vont regarder sur notre chaîne Institut Kalima la vidéo. Vraiment, grand honneur que tu sois parmi nous et que tu as pu nous éclairer. Merci pour votre invitation. Merci à toi pour ton invitation. Puis merci aux auditeurs et à tous ceux qui ont assisté à cette conférence. Voilà. Excellente soirée. Merci. Sahaf Tourkoum. Et à très bientôt. Merci infiniment. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée à tout le monde. À très bientôt. Alors, l'Institut Kalima organisera bientôt, donc le 11, je vous donne rendez-vous très rapidement, si vous me permettez, le 11, on a rendez-vous avec Dr Malik Bezou sur une thématique très importante, à savoir les questions, la fameuse question Dieu et la science. Soyez au rendez-vous, donc conférence physique et métaphysique. Excellente soirée à tous. Merci infiniment, Dr Lamine Sitoul. Merci. Au revoir.